Bonjour et bienvenue sur le plateau de Jeunesse en Action, une émission qui vous est proposée par l'ONG Ourou et l'ONG Accor. Une émission qui met la lumière sur la jeunesse centrafricaine, sur les questions de paix et de développement et surtout change la narrative en ce qui concerne cette jeunesse centrafricaine. Aujourd'hui, la thématique dont nous allons traiter est celle de l'art et la culture au service de la paix en République centrafricaine. Et pour en discuter sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Anela. Oui, je suis Anela Faustine Yamolo, je suis artiste, écrivain. Je fais aussi un peu de cinéma et je suis journaliste. Merci beaucoup Anela et j'ai Houssen. Moi, c'est Christian Houssen, je suis un réalisateur des films documentaires sortis des écoles des ateliers Varon. Merci Houssen. Et à ma gauche, j'ai Augustine. Oui, je m'appelle Dandeng Augustine. Je suis professionnelle de musée à la retraite. Merci beaucoup Augustine. Et j'ai enfin Monsieur Nelson. Oui, je suis Vicky Nelson Wakoro, encadreur de capoeira. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir sur ce plateau. Comme je l'ai dit, Jeunesse en Action, c'est une émission qui met vraiment la lumière sur la jeunesse centrafricaine et les actions que nous menons. Et notre thématique aujourd'hui, c'est la culture au service de la paix. L'art et la culture au service de la paix. Si je vous dis art, culture, République centrafricaine, quelle est la première réaction que vous allez avoir? Je commence par Houssen avant de me tourner vers Augustine. L'art et la culture en République centrafricaine, c'est tout ce que produit les Centrafricains à travers le cinéma, à travers la danse, la musique, et tout ce que nous produisons ici et qui démontre un peu de ce que c'est que la culture intrinsèque d'un Centrafricain. Donc ça touche un peu à nos mœurs, à nos coutumes, à nos créativités. Voilà, c'est un peu ça. Et Augustine, quelle approche vous avez de ça, l'art et la culture en République centrafricaine? Oui, je voudrais bien compléter ce que mon fils vient de le dire, parce que la République centrafricaine regorge d'importantes potentialités culturelles. Donc je voudrais citer le cinéma, qui est le 7e art, le théâtre, la danse, la musique, et les poètes, les écrivains, les peintres, oui, les sculpteurs. Donc, il y a une multitude. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire et je vais rebondir aussi au niveau de Nelson. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'art, la culture et la République centrafricaine? Ensemble, ça donne quoi? Déjà, moi, je vois la positivité. C'est que derrière l'art, il y a tout un travail positif qui peut se faire en République, pour résumer. Et Anela? Bon, pour moi, du coup, je vois d'abord, premièrement, la culture, parce que beaucoup plus la culture centrafricaine, c'est aussi à travers la danse. D'accord. Oui. Si de là, je peux parler des Pygmées ou bien dans les provinces, beaucoup plus de la culture, c'est à travers la danse et à travers la musique qu'on passe des messages ou bien qu'on annonce des naissances, de la mort et tout. Donc, je dirais, quand on parle de l'art, je dirais c'est notre culture qu'on a valorisée d'une autre manière. Donc, merci beaucoup. Et c'est ça, j'aimerais faire un point d'abord dessus, c'est la manière dont on perçoit la République centrafricaine de manière générale à l'extérieur. C'est que malheureusement, il suffit de taper sur Google, faire l'exercice de taper sur Google Images République centrafricaine. Les premières images qui ressortent, ce sont des images de violence, des images de guerre. Et pourtant, quand on vous écoute autour de ce plateau, on voit quand même qu'il y a un message d'espoir qui est là. C'est qu'au-delà, vous voyez ce que le reste du monde ne voit pas. Et comme Nelson l'a dit, on parle de beaucoup de positivité, mais cette positivité n'est pas assez reflétée. Et je tiens encore à rappeler aux téléspectateurs, au fait, les profils, les différents types de profils que nous avons autour de la table. Nous avons Houssen, donc, qui est réalisateur de films, parce que oui, en République centrafricaine, on produit des films. On a Anela, qui est écrivaine, qui est journaliste, parce que oui, en République centrafricaine, on a des écrivains. On a Madame Augustine qui est là et qui s'occupait à l'époque du musée Barthélemy Boganda, parce que oui, on a un musée et on va en parler un peu plus en détail. Et on a aussi la capoeira. C'est que la République centrafricaine arrive à embrasser à la fois des cultures, d'autres cultures qu'elle emmène en République centrafricaine et qui se mixent aussi avec nos réalités sur le terrain. Et je me tourne encore vers Houssen cette fois. Vous êtes ressortissant des ateliers Varon. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'atelier Varon, c'est quoi? Et qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que jeune centrafricain? Déjà, les ateliers Varon, ils sont basés à Paris. Donc, c'est une école de réalisation, d'apprentissage de réalisation des films documentaires. Et du coup, à travers le monde, ils sont finalement arrivés en 2017 en Centrafrique, où ils ont lancé appel à intéressement des jeunes qui veulent bien réaliser des films documentaires. Et du coup, voilà, j'ai été recruté parmi 10 jeunes. Donc, après des séances
Ils ont essayé de faire des concours et on a été 10 à être recrutés. Le but, c'était faire un film documentaire. C'est un travail de mémoire. C'est de raconter des hommes qui existent. Et puis, un documentaire, c'est du réel. C'est raconter le réel, le vécu, le quotidien des Centrafricains. Et à travers, en 2017, donc, nous 10, on a donc réalisé 10 films. On a donc réalisé 10 films qu'aujourd'hui, dont je suis en train de parler, nos 10 films ont remporté presque 8 prix partout dans le monde. Et à travers nos films, ce ne sont que des Centrafricains. Et c'est la langue sango qui est valorisée aussi parce que nos films sont réalisés en sango. Donc voilà, on a chacun choisi des personnages parmi les Centrafricains et autres. Moi, personnellement, j'avais réalisé un film qui est intitulé Betchilégué. Betchilégué, la rue. Betchilégué, la rue, ça fait, lorsqu'on parle de la rue, on pense aux enfants dans la rue. Donc c'était ça, bon, je n'aime pas dire enfants de la rue, je pas dit enfants dans la rue. Donc c'était ça, j'étais allé voir les enfants qui sont dans la rue et ensemble avec eux, j'ai essayé de voir leur quotidien et autres. C'est un peu ça. Et mon personnage, c'est un enfant qui, dans la rue, rêve de devenir un grand chanteur et qui chante bien, qui a une belle voix et qui réunit les autres enfants. Et ensemble, ils ont fait leur orchestre dans la rue. Et comment aujourd'hui, si je suis centrafricaine, je suis en visite en République centrafricaine, je vais découvrir le cinéma centrafricain, où je vais? Bon, pour l'instant, il y a un travail qui est en train de se faire au niveau de l'Alliance française. Et voilà, nos films sont parqués là. Et chaque année, il y a des festivals qui sont organisés. On organise des festivals là-bas. Et il y a le cinéma numérique en bilan, qui est aussi basé au niveau de l'Alliance française, qui sillonne le quartier et qui projette un peu ces films. Mais les CD sont au niveau de l'Alliance française. Donc au niveau de l'Alliance française, on peut se procurer ces films. D'accord, merci. Je me tourne vers Anela. Anela, c'est quoi être écrivaine en République centrafricaine? Être jeune et écrivaine en République centrafricaine. Parce que je tiens à le souligner, je pense que votre père aussi était un grand écrivain centrafricain. En fait, moi, je dirais que j'ai un peu hérité de mon père. Du coup, étant petite, parce que beaucoup plus, il me faisait lire... Comment il s'appelle, ton père? Faut donner nos téléspectateurs. Oui, mon papa, en fait, c'est M. Faustin Niamolo. C'est un écrivain dramaturge, et voilà. Donc, c'était lui qui m'a donné le goût. En fait, quand j'étais petite, je n'aimais pas du tout lire, et voilà. Mais après, il m'a forcé, il m'a appris à lire, et voilà, j'ai commencé à participer à des concours d'écriture à l'Alliance française. Il travaillait aussi à un moment à l'Alliance française. Donc, du coup, après, j'ai aimé en faisant des concours, en participant à des concours où j'étais parmi les 2 premiers, du coup. Donc, de là, je me suis dit, pourquoi pas écrire comme lui? Alors, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire des recueils, des poèmes. Voilà, donc de là, j'ai commencé à écrire des poèmes parce que je participais à des concours de poèmes. Donc, voilà. C'est quoi donc être écrivaine en République centrafricaine? Moi, je dirais être écrivaine en République centrafricaine, pour moi, c'est partager ce qu'on a en nous. Partager sa vision, partager ses sentiments, partager un peu sa philosophie et éduquer les autres d'une manière. Parce que ce que tu as en toi, quand tu partages, tu éduques en même temps. On voit que nos poèmes, beaucoup plus, les enfants utilisent dans les écoles comme des récitations. Donc, c'est un peu être un éducateur, si on peut dire, si je peux le dire. Donc, voilà. Et qui lit des livres centrafricains en Centrafrique? De manière très sincère. Très sincèrement, beaucoup plus. Moi, je vois, les gens ne lisent pas trop. C'est ce qui choque. Les gens n'aiment pas trop lire. Beaucoup plus, quand on peut faire un tour dans les bibliothèques et autres, c'est beaucoup plus les élèves. Est-ce que je vois? Tu peux voir des parents dire aux enfants, ouais, il faut lire les livres, mais les parents eux-mêmes ne lisent pas trop. Donc, pour moi, beaucoup plus, c'est les élèves, les étudiants qui sont en train de faire des recherches aussi. Donc, juste pour les recherches. Mais je vois que les gens, selon moi, ne lisent pas vraiment trop, à part les élèves. Ici en Centrafrique. Et ça, c'est une question, je vais revenir dessus aussi avec Hussein tout à l'heure, mais je vais me tourner vers Augustine pour parler de... Vous avez parlé tout à l'heure du travail de mémoire que vous faites, vous, à travers le cinéma, mais le travail de mémoire se fait aussi à travers le musée. Et pendant des années, vous avez été au contrôle, enfin, vous étiez inspectrice au fait du musée Barthélemy Boganda.
Parlez-nous de l'importance de ce musée. Qu'est-ce qui symbolisait? Parce que la réalité aujourd'hui, on voit qu'il est en ruine. Il est quasiment en ruine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était avant et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette situation actuelle? Je vous remercie beaucoup. Le musée Buganda, parce que celui qui avait créé le musée, c'était M. Sima Aom, de nationalité israélienne, et Mme Torel, qui est française. Et 2 ans plus tard, c'était l'inauguration du musée. Au départ, ça allait mieux. Mais à partir de mutinerie, et après le problème des événements militaro-politiques, l'arrivée des Séléka, ça ne marche plus. Donc, il y a certaines collections qui ont été endommagées. On est obligé de les mettre à l'écart et d'attendre les moyens financiers. Donc, c'est ça là qui... Mais qu'est-ce qu'il y avait à l'époque quand on allait au musée Buganda? Qu'est-ce qu'on allait voir? Oui. Si j'y allais peut-être avec mes amis, qu'est-ce que j'allais découvrir là-bas? D'accord. Bon, d'abord, la visite, ça démarre par la vitrine dédiée au président Barthélemy Buganda. Donc, on a parlé de sa carrière religieuse, politique, et on a même certaines photos qui témoignent les cérémonies de ses obsèques à la cathédrale Notre-Dame. Bon, il y a aussi la littérature orale. Là, vous allez découvrir beaucoup des instruments de musique qui sont dans les différents coins de province, de nos provinces. Bon, vous allez maintenant à la salle de la femme au foyer. Donc, la femme qui est chez elle, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, on a présenté une maquette pour représenter la case ronde. Parce que bien avant, nos grands-parents ne construisaient que des cases rondes. Et dans cette case, elle a son balai pour balayer. Elle a son foyer aussi pour préparer. Et il y a aussi le lit qui est mis à côté. Avec les tenues. Voilà, les tenues, ainsi de suite. Bon, vous allez encore dans une autre salle, vous allez découvrir les différents outils de chasse et de pêche. Toujours pour les représentatifs des différentes régions voilà, du pays. Exactement. Et vous arrivez encore dans l'avant-dernière salle, c'est dédié aux pygmées. Donc, vous avez les collections des pygmées Aka et les collections des pygmées qui sont vers Nola, les Bas-Benzélé. Et la visite maintenant se termine par la forge. La forge, parce qu'avant l'âge du fer, qu'est-ce que nos grands-parents faisaient? Ils ont quand même eu la sagesse de créer quelque chose. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est hyper intéressant et pour moi, je pense pour nous tous autour de la table, c'est de la culture générale pure et dure parce qu'on ne savait absolument pas, on n'a jamais eu l'occasion de visiter ce musée, en tout cas en l'état quand vous y travaillez à l'époque. Et c'est intéressant de voir au fait comment ça a été structuré de manière à rappeler en fait, un cheminement dans la culture centrafricaine. Exactement. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y avait aussi une salle ou des expositions qui mélangeaient un peu la culture centrafricaine et d'autres cultures? Ou bien c'était que purement centrafricain? Non, c'est purement centrafricain. On n'a pas mélangé. D'accord. Mais c'est dommage, donc au fait, on n'a pas la culture brésilienne. Et je me tourne vers Nelson, qui va nous parler un peu de la capoeira. C'est ramener la capoeira en République centrafricaine. Pourquoi? Et comment d'où c'est venu cette idée de ramener la capoeira? Déjà, à la base, l'art, je l'ai appris quand j'étais réfugié en RDC. Et la capoeira en question, que je voulais rappeler, que c'est un art martial afro-brésilien qui puise ses origines dans la culture africaine parce que ça a été des esclaves africains qui ont été déportés au Brésil, qui ont développé cet art martial. Et moi, je l'ai appris quand j'étais encore réfugié. C'était en 2014 en allant avec mes amis. C'était un projet avec l'UNHCR parce qu'il y avait beaucoup de jeunes sur le camp des réfugiés, mais il y avait aussi les rancœurs,
dû à cette crise qu'on a vécue ici en République centrafricaine. Il y avait cette méfiance-là aussi qui se passait entre nous. Moi, personnellement, je ne me mélangeais pas aux gens parce que je me méfiais déjà beaucoup à la base. Et donc, quand l'UNHCR avait ramené ce projet, c'était en partenariat avec une association qui existe déjà plus de 10 ans en RDC, Capoeira Congo. Et voilà, on a commencé à apprendre cet art martial. Et c'était dans le but de rassembler les jeunes centrafricains sur le camp de réfugiés. Et donc, c'était ça. Après, ben voilà, on a décidé de rentrer en République centrafricaine. L'idée était de ramener cette initiative qui marchait déjà très bien parce que on a vu les résultats positifs que ça a donné quand on était encore au camp. J'ai fait des amis qui sont devenus mes vrais frères aujourd'hui. Et donc, on a eu l'idée de ramener ça ensemble avec mes amis en République centrafricaine. On a commencé à implanter des clubs dans les 8 arrondissements de Bangui. Voilà, on a commencé à encadrer des jeunes. Aujourd'hui, on a créé l'association, carrément une association de droits centrafricaines par l'aide des gens, des personnes de bonne volonté qui nous soutiennent depuis le début. Et puis voilà, on rassemble aujourd'hui plus de 400 et quelques jeunes centrafricains de différentes confessions, chrétiennes, musulmanes, sans discrimination de sexe ni de confession religieuse ou soit d'appartenance ethnique. Et voilà, pour nous, le but n'est pas juste sportif, c'est un moyen de rassembler cette jeunesse et leur inculquer les valeurs éducatives, de la paix, la cohabitation et tout ça. Donc, merci infiniment Nelson, parce que ça nous permet de revenir au cœur maintenant de notre discussion, qui est, on a l'art et la culture qui restent assez vibrantes quand même en République centrafricaine, même si elle n'est pas, la communication autour n'est pas énorme, mais nous, vivant ici, on le voit quand même se manifester dans les activités qui sont organisées de part et d'autre. Et aujourd'hui, la question, c'est quel rôle vous avez le sentiment de jouer à travers ce que vous faites, au fait, en matière et le lien qu'il peut y avoir avec la construction de la paix en République centrafricaine. Parce qu'on voit beaucoup d'initiatives de sensibilisation, d'actions menées grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Mais concrètement, comment le talent que vous avez est utilisé et les ressources que nous avons concernant le musée peuvent être utilisées pour aller encore plus loin en matière de construction de la paix? Donc, je donne la parole à Néla, ensuite à Ossine. Oui, d'accord. En fait, pour moi, je peux dire, avec mes poèmes, je peux sensibiliser. Dans mon recueil de poèmes, il y a des poèmes où j'ai écrit sur la paix, le droit des enfants, le droit des femmes et autres. Alors, il y a des fois avec... en fait, mon livre a été édité par la maison d'édition Ubongi. Donc, du coup, on organise souvent des cafés littéraires ou bien des rencontres littéraires ou bien qu'on l'écrive. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement des éditions Ubongi, dont tu fais partie pleinement aussi? Est-ce que tu veux très rapidement, si tu peux nous en parler un peu plus? Oui, mais la maison d'édition Ubongi, c'est une maison d'édition ici en République centrafricaine qui édite des livres des écrivains centrafricains et voilà. Donc, qui regroupe... après ça, on a une association des écrivains centrafricains. Donc, c'est avec l'association Aldeo, qui est l'association des écrivains éditée par l'édition Ubongi. On organise souvent des cafés littéraires, des rencontres littéraires avec des artistes et autres. Donc, dans ces rencontres, on passe des messages. Donc, peut-être qu'on peut dire, on peut sensibiliser sur la paix. On va inviter des gens, des élèves et autres. On va choisir des poèmes qui parlent sur la paix. Donc, je peux dire, à travers mes poèmes, peut-être que mon poème sur la paix, je peux sensibiliser, je peux parler de la paix et organiser des cafés littéraires, qu'on va faire des débats littéraires et voilà. Est-ce que tu penses que la littérature, tes poèmes, par exemple ton recueil de poèmes, peut être utilisé aujourd'hui comme un outil de plaidoyer? Je veux dire, un outil non seulement qui permet de changer l'image de la République centrafricaine au niveau international, mais aussi qui permet de porter la voix de la population centrafricaine. Oui. Je peux dire, il y a quelques-uns de mes poèmes qui peuvent être un plaidoyer. Peut-être que je prends mon poème sur les enfants de la rue, dans lequel je dis, je me mets à la place des enfants de la rue. Je me dis, mieux ne pas les appeler les enfants de la rue, mais plutôt des immigrants de la rue. Parce qu'ils immigrent des rues. C'est des enfants, ils n'ont pas choisi d'être enfants de la rue. Comme je le dis dedans, c'est la vie, quoi. Ils n'ont pas choisi de perdre leurs parents avant. Au bas âge. Donc, du coup... Tu expliques au fait aux gens et l'importance de pouvoir soutenir ces enfants. L'importance de pouvoir soutenir, parce que je me suis approchée de ces enfants, ils ont dit ils peuvent aller à l'école, ils peuvent retourner à l'école, non seulement si on les aide. Alors, si on prend ça comme plaidoyer, ça peut les aider, si on les aide à faire ce qu'ils veulent. Parce que aider les enfants de la rue, c'est pas seulement dire je construis une maison, je te mets là, tu restes là, tu manges bien, non.
Mais lui, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie? S'il veut devenir menuisier ou bien quoi, ok, d'accord, on va t'aider, on va te mettre dans une école quand on peut faire ça. Et voilà, si on peut plaider comme ça va les aider. Donc du coup, comme pour la paix, j'ai dit la paix, c'est un grand champ qu'on doit cultiver entre nous, c'est pas seulement une seule personne qui va créer la paix, la paix, ça va arriver. Non, la paix, c'est que... c'est une collaboration. C'est une collaboration. C'est une dynamique de collaboration. Voilà, merci infiniment, Anela, et je me tourne vers toi, Houssen. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le lien que tu parlais du travail de mémoire, du devoir de mémoire à travers le cinéma. Je reviens encore dessus. Mais comment ce devoir de mémoire-là, ou ces images que tu arrives, et toi et tes collègues, vous arrivez à capter, peuvent être, au fait, mettre en lien ou construire, au fait, participer à la construction de la paix? Au fait, la paix, c'est pas seulement entre la population, c'est pas seulement dans le gouvernement ou dans le pays. Au fait, la paix, si on va essayer de désagréger ça d'une manière, la paix, c'est la paix avec tout le monde. La population mélangée avec le gouvernement et la population, les ethnies entre les ethnies et voilà, les quartiers entre les quartiers. Et nous, le travail que nous faisons, par exemple, le travail que j'ai fait avec les enfants de la rue, c'est que, voilà, dans mon film, ils sont en train de... Au fait, je leur donne la voix. Je leur donne la voix. Et ils parlent. Ils parlent dans le film, vous allez le voir, ils parlent, ils disent non, ok, par exemple, il y a une scène de prière où l'enfant de la rue qui prie, il dit, Dieu, tu nous as demandé de pardonner à nos ennemis. Et car tout ce monde que vous voyez qui passe dans la rue, il nous néglige. Il y a certains qui nous frappent dessus, il y a certains qui nous traitent de merde, mais nous les pardonnons car toi-même tu nous as demandé de pardonner à nos ennemis. Et voilà, l'enfant avait dit ça. Je me dis, mais même si c'était une personne qui avait des préjugés sur ses enfants et autres, au fait, je les vends, je leur donne au monde. Voyez ce que vous traitez de merde. Ils ne sont pas ce que vous pensez. C'est des gens, c'est des humains. Ils ont aussi de l'humanité en eux. Ils ont une vie en eux. C'était une manière de leur dire, ne les voyez pas seulement, mais regardez-les. Et donc l'approche au fait que vous avez est beaucoup plus toucher les gens dans leur réflexion ou les pousser à faire une forme d'introspection de ce qu'ils sentent et de comment ils se comportent, peut-être par rapport aux autres. Et c'est ce que, par exemple, Nelson disait aussi, par rapport au fait que la capoeira permettait au fait de régler les tensions au fait, et les violences qu'il y avait au sein des communautés. Donc pour toi, au fait, le cinéma centrafricain aujourd'hui peut permettre non seulement de créer de l'introspection chez les personnes qui la regardent, mais est-ce que, la même question que j'ai posée à Anela, de savoir qu'est-ce que le cinéma centrafricain peut faire en termes de plaidoyer pour la paix aujourd'hui? Par exemple, en termes de plaidoyer pour la paix, là je tombe sur, le film est en projet, je suis en train d'écrire, c'est presque terminé. Je suis en train de faire un film sur la transhumance. La transhumance. Voilà, il y a ces peuples-là qui quittent le Niger, qui traversent des frontières, qui entrent vers la Centrafrique, qui traversent jusqu'au Congo. Et ces va-et-vient, ça crée des tensions identitaires et tout ça, parce que eux, c'est entre guillemets des personnes, je peux dire, des apatrides. C'est des gens qui n'ont vraiment pas de patrie parce que partout où eux, ils passent, c'est chez eux. C'est chez eux, des nomades. Voilà, des nomades. Ils se sédentarisent souvent un peu là et ils avancent. Et du coup, ça crée des tensions. Et là, c'est une question, je peux dire qu'à la base, l'une des questions du temps de notre crise, ça vient de là. Ça vient de là, car tous ces rebelles sont beaucoup plus des peuples avec le temps qui ont subi des traumatismes, qui ont vu leur bétail détruit et autres, et qu'à la base, on est allé de transhumance simple à transhumance armée. Donc maintenant, ils sont obligés de s'armer pour protéger. Leur bétail et autres. Donc c'est documenter aussi, c'est non seulement créer de l'introspection chez les personnes qui regardent, mais aussi documenter l'histoire de la République centrafricaine pour permettre de mieux comprendre ce qui s'y passe. Et je rebondis sur l'importance de documenter les choses. Augustine, aujourd'hui, on voit le musée est vide. Comme vous l'avez dit, on a essayé de sauver du mieux qu'on pouvait ce qui restait. Mais aujourd'hui, il semble que même qu'il n'y ait pas d'activité éducative qui soit ouvert aux jeunes. Et dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, et ça revient beaucoup dans les échanges que l'organisation Ourou a avec les jeunes, où les jeunes se posent des questions sur leur identité, sur l'histoire de leur pays, parce que non seulement c'est très peu étudié à l'école, mais surtout, au-delà des documents, il y a une chose qui marque, c'est le fait de voir avec les yeux, de pouvoir avoir l'occasion peut-être plus ou moins de toucher les choses. Et un musée offre ces opportunités-là. Qu'est-ce que selon vous,
Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui selon vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ou bien pour redynamiser un peu le musée Barthélemy Boganda aujourd'hui? Bon, sinon, le bâtiment qui a été vraiment délabré, ils ont déjà refait le bâtiment. Hein, c'est déjà OK. Bon, ce qui reste maintenant, c'est de faire le montage technique des collections. Parce qu'il faut qu'on enlève les collections qui sont endommagées, il faut les mettre à l'écart et puis tenir compte des autres collections qui sont encore en état. Voilà. Bon, il nous manque des moyens financiers. En ce moment, nous cherchons des partenaires. Des partenaires pour nous aider dans ce sens. Et je tiens à rebondir dessus, Augustine, parce qu'on se pose la question aujourd'hui de la place que l'art et la culture représentent dans nos politiques. Parce que vous êtes à la retraite, vous l'avez dit, mais je sais que vous suivez encore de très près. Mais de temps en temps, je vais voir le directeur, on en discute. Et quel est, si je puis me permettre, quel est le budget que l'État alloue, au fait, par exemple, au musée Barthélemy Boganda aujourd'hui? Oh, ben, comme j'ai bénéficié de ma retraite, ça fait déjà 9 ans. Il y a 9 ans. Il y a 9 ans. Bien avant, il y a 9 ans. Donc, bien avant, là, on ne bénéficiait pas de grandes choses. Bon, peut-être, si je pourrais parler de 400 000. Hein, de 400 000 francs CFA pour le musée national. Voilà, par année, qu'on nous donnait. D'accord. Mais pour l'actuel, je ne sais pas. Comme ça fait déjà 9 ans. Et quel type de partenariat, à l'époque, le musée avait? Des partenariats intéressants avec l'extérieur? Quel type de partenariat? Nous avons d'abord la France. La France nous a beaucoup aidés. L'Allemagne aussi. Hein? Pour la France, il a réfectionné le bâtiment. Et l'Allemagne a essayé de nous aider dans le domaine des matériels techniques. Pour les supports, je voulais parler des supports pour pouvoir exposer les objets, les collections. Donc, il y a la France et l'Italie. Je parlais de l'Allemagne, pardon. D'accord. Les deux pays-là. D'accord, merci. Et Nelson, pour toi, aujourd'hui, comment tu perçois le travail? Tu en as parlé, hein, que toutes les actions que tu as menées avec tes amis jusqu'aujourd'hui, ça tourne autour de la paix, au fait. Et même l'origine même, au fait, de la création de Abada Centrafrique, c'est bien ça, tourne autour de la construction de la paix. Est-ce que tu vois une connexion entre l'écriture, le cinéma et le travail que tu fais? Oui, bien sûr. En matière vers la paix, hein. Est-ce que tu vois un lien? Oui, bien sûr. Ils l'ont bien expliqué ici. C'est de passer aussi un message à travers ce qu'on fait. Et donc, elle est fait par ses écrits. Et donc, le contenu, déjà, il est très important. Que voilà, elle raconte d'une manière qu'on peut ramener aussi la paix à travers ça. Elle raconte beaucoup de choses d'ailleurs dans ce qu'elle fait. Et c'est pareil aussi pour Christian. Donc moi je vois déjà une connexion, c'est le message qu'on passe à travers l'art. Est-ce que tu as le sentiment que, parce qu'on a les modèles types de formation et d'ateliers de sensibilisation qu'on connaît, hein, où on réunit des gens et on leur parle. Est-ce que vous avez le sentiment que ce format-là, en fait, il marche? Parce qu'on vit là, en termes d'impact, est-ce que vous avez le sentiment que votre approche a plus d'impact ou que ce sont ces approches types qu'on connaît où on réunit des gens qui ont le plus d'impact? Nelson, et après je passe... Moi je dirais en termes de sensibilisation, moi je dirais oui. Et en ce qui concerne l'impact, oui, mais pas trop. Parce que vous n'avez pas plus d'impact, c'est ça? Non, à travers la sensibilisation, oui, mais ça c'est pour un temps et c'est sur une durée. Mais après, les gens pourraient se retrouver encore dans la même situation. Nous, aujourd'hui, on a commencé ce travail-là depuis 2016 et on est tout le temps avec ces jeunes. Vous voyez que déjà dans les clubs, pourquoi dans les clubs? Parce que l'idée était que chaque encadreur qui se trouve dans les clubs va rester avec les enfants et les encadre et leur diffuse ces messages-là tout le temps. Et donc, c'est un travail, voilà, tu es connecté, on reste là, on le fait. Et donc, quand on vient dans un endroit, on peut sensibiliser, toutefois on part, il y a une forte probabilité qu'ils se retrouvent dans la même situation. Nous, aujourd'hui, le but, c'est de convaincre, c'est de transformer la plupart des gens et qui deviennent comme nous, comme on avait eu l'appui de l'UNICEF en 2019. On avait formé des jeunes pères éducateurs. Et donc, voir ceux-là,
une fois qu'ils ont la capacité, ils peuvent déjà aller sur le terrain vers l'autre et convaincre aussi l'autre pour devenir des pairs éducateurs. Et donc, c'est ce travail-là, moi, je pense que... Qui a plus d'impact. Et ça, je pense que c'est intéressant ce que Nelson dit, parce qu'on se rend compte que ce que tu soulignes, au fait, c'est l'importance d'avoir une approche sur le long terme. Oui. Et d'être, et quasiment avoir une démarche permanente, au fait, avec les personnes. Qu'est-ce que tu en penses, au fait, Hussein, de ça? Moi, je pense plutôt, je pense que, franchement, je peux dire notre secteur est un peu pauvre. Pauvre, pas parce qu'on manque d'imagination ou on manque, mais vraiment, il n'y a pas vraiment trop d'importance ou de volonté ou de politique d'aide et de promotion du côté de l'art et de la culture. C'est comme Augustine l'a souligné. Oui, parce que voilà, si j'entends aujourd'hui maman qui nous parle de 400 000 et autres, bon, moi je me suis dit non, mais ça, néanmoins, ce que nous on perçoit quand même pour seulement notre écriture au niveau de l'Alliance française, c'est pas ça, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Nous, on bénéficie un peu de l'aide à l'écriture et pour faire le film. Mais aujourd'hui, je n'avais parlé que de cinéma numérique en bilan, j'ai parlé que de l'Alliance française. Mais là, déjà, l'Alliance française, quand on entend ça dehors, on se bat un peu à dire aux gens que c'est l'alliance entre la France et la RCA. Mais les gens pensent que c'est un truc de Français, c'est un truc de Blancs, c'est un truc de... Voilà, les gens ont peur même de venir au niveau de l'Alliance française. Mais le cinéma numérique en bilan, qui part avec les films dans les quartiers, mais là, il faut qu'ils soient payés par le festival pour le faire. Eux-mêmes, personnellement, ils n'ont pas un programme à leur niveau d'aller faire des projections. Donc, du coup, vous voyez que ce que nous produisons, la population... Moi, par exemple, quand je passe au Soju de Bangui, c'est 2017, j'ai réalisé 2 grands films qui sont allés dans le festival en France et en Europe, mais personne ne me connaît à Bangui. Personne ne me connaît en tant que réalisateur. Même mon film... Personne, si je ne dis pas à quelqu'un que voilà, j'ai réalisé Betty Légué, qui est allé par exemple à Nana, voilà. Donc moi, je pense plutôt que, voilà, que cette volonté-là soit née dans les politiques ici, dans les institutions, et que vraiment les gens sachent que voilà, à travers l'art et la culture, c'est un bon moyen d'éduquer et de lancer des messages et de vraiment ramener cette paix et cette cohésion sociale dont on a perdu. Donc c'est un peu ça. Je nous sens un peu, pas trop orphelins, mais on est un peu délaissés. Ce secteur est un peu délaissé. Voilà, c'est un peu comme ça. Voilà, je reviens encore sur l'histoire du musée. Moi, je regarde à la télé, je regarde des gens qui ramènent leurs enfants. Moi, j'ai 2 enfants déjà, tu vois. J'ai 2 enfants déjà et j'aimerais un jour aussi ramener mes enfants au lieu de... Voilà, il y a ma fille qui connaît le 5 drapeaux, c'est quoi? Elle a appris ça à la maternelle. Mais voilà, elle n'a jamais vu ce que c'est qu'un Boganda ou ce que c'est que... Je veux aussi que mes enfants apprennent notre culture. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc voilà, si on avait notre musée et autres, j'aime aussi que mon enfant part aussi voir la capoeira, voilà, qu'elle arrive aussi à lire ce que Anela va produire. Et c'est un peu comme ça, vous voyez, on est tous enchevêtrés, on est enchaînés, on est comme les chaînons. Voilà, c'est un peu comme ça. C'est intéressant ce que tu dis, Hussein, et ça me permet de rebondir sur le travail que fait Anela. Anela, comment on peut vulgariser plus le travail que chacun de vous fait? Et surtout aussi, comment, selon toi, on pourrait redynamiser au fait le musée Barthélemy Boganda? En fait, moi, je dirais on peut vulgariser à travers les musées. Moi, en fait, je peux dire que je suis vraiment choquée quand la maman a dit c'est juste 400 000 une année pour redynamiser. Mais non, c'est l'art, c'est notre histoire que je peux dire qui est là. Je crois que le musée permet à nos enfants, ou bien nos petits-enfants, si je ne dis pas trop, de connaître l'histoire de notre pays. Mais si on n'entretient pas ça, est-ce que si demain, d'ici demain, mon enfant me demande, si j'aurai un enfant, il va me demander, mais maman, j'ai entendu parler de Boganda, mais qui est Boganda? Je vais lui dire quoi? Je ne vais pas aller chercher les Boganda sur Internet pour le montrer. Sur Wikipédia. Alors que oui, alors que la musique devait être comme Google. Si j'exagère pas, les musées devaient être comme les Google. Alors si l'enfant a besoin de quelque chose ou bien veut connaître l'histoire, on va lui dire, ok, d'accord, on ira au musée, tu vas connaître un peu plus. Mais je suis choquée qu'on n'entende pas, en fait, qu'on oublie un peu, si je ne dis pas trop. Mais je pense qu'effectivement, ce que tu dis est vrai, dans la mesure où beaucoup de gens ne savent pas, par exemple, que le musée Barthélemy Boganda est l'ancienne résidence du père fondateur. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Et moi, je l'ai découvert par hasard, en me promenant d'ailleurs, en allant visiter l'endroit qui était vide. Et ça, c'est ce que les gens ne maîtrisent pas. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, Augustine, et j'ai terminé avec vous, c'est
Qu'est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, on pourrait faire? Je l'ai dit, vous avez des jeunes qui sont engagés dans le domaine culturel et autres qui produisent, non seulement, c'est pas seulement qu'ils en parlent, mais ils produisent des choses. Qu'est-ce que, selon vous, avec votre expérience, ces jeunes-là pourraient faire de plus pour pouvoir aider le musée à redevenir ce qu'il était d'antan? Merci. Bon, ce qu'on pourrait faire avec les jeunes, c'est de... ils vont être des relais? Des relais, oui, des relais, mais à condition qu'on ait tous les moyens possibles. Parce que pour un musée, il faut de l'éclairage comme ça. Oui. De l'éclairage. Parce que ce n'est pas comme n'importe quelle lumière. Ça donne des perspectives en termes de visibilité, pour faire assortir les collections. Bon, j'avais parlé tout à l'heure des supports. Hein, il nous faut des vitrines avec socle pour pouvoir disposer les collections. Oui. Hein, pour pouvoir disposer les collections. Mais, comme ce sont des jeunes, on va leur faire les légendes. C'est à eux, hein, de faire quelque chose et d'afficher comme ce que je venais de voir ici. Là. Ça va être leur travail. Ils vont mettre à côté, ils vont quand même préparer des légendes qui sont bien lisibles. Pour expliquer aux gens le contenu. Pour expliquer les gens le contenu. Bon, il nous faut aussi des appareils, comment on appelle là, quand vous êtes dans une salle là-bas, les vidéoprojecteurs, il nous faut ça là pour bien faire. En gros, vous parlez d'un besoin de mobiliser des ressources pour l'achat au fait de matières, de contenu, qui peuvent permettre de réorganiser l'espace dans une certaine mesure. Je pense que les téléspectateurs ont pu le voir. Augustine montre au fait les lumières et les éléments qu'il y a autour de nous. Effectivement, nous sommes sur le plateau, mais une chose qui est importante de souligner, c'est que nous enregistrons cette émission en ce moment au sein de la Maison de la Mémoire, qui est une maison, qui est une initiative portée aussi par des jeunes qui ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir créer un endroit où il est possible de pouvoir redécouvrir, le temps que notre musée se relève, mais qu'il est possible de pouvoir redécouvrir au fait la culture centrafricaine. Il est possible d'y découvrir non seulement des expositions qui ont été reconstituées sur le président Barthélemy Boganda, mais aussi une place importante a été donnée aux victimes des dernières crises qui ont traversé notre pays. Donc les personnes qui sont intéressées peuvent venir découvrir cet espace qui se trouve donc en face du ministère de l'Élevage et de la Santé animale. Et c'est sur ce point que je tiens à remercier nos intervenants sur le plateau aujourd'hui. Merci d'avoir pris votre temps pour venir échanger avec nous sur cette thématique de l'art et de la culture au service de la paix. Comme vous pouvez le voir, la République centrafricaine regorge d'énormément de talents, d'énormément de potentiel, d'énormément d'histoire. Il y a encore des efforts à faire, mais l'espoir est toujours là une fois de plus. Et c'est ce que nous essayons de vous montrer à travers Jeunesse en Action. Et merci encore et à très bientôt pour votre prochaine édition.